Bonjour et bienvenue sur le plateau de France Télévisions, un média en scène à la maison de Radio France. Nous évoquons toute la journée les nouvelles tendances des médias de demain en recevant ceux qui font le monde qui vient. Nous avons parlé d'intelligence artificielle, nous avons parlé de l'environnement dans les médias. Nous parlons sur cette table ronde des écritures immersives, des nouvelles écritures, des nouveaux formats narratifs. Autour de cette table, Nathalie Gallet, qui est journaliste au Media Lab de l'information de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous avons également Benjamin Auguet, qui est auteur de nouvelles écritures, mais également spécialiste, blogueur. Bref, c'est notre homme de science de la table. Et puis Yann Kounen, qu'on ne présente pas, qui est réalisateur, qui a fait de nombreux films d'Oberman, qui a fait dernièrement un film extraordinaire en réalité virtuelle qui s'appelle Seven Lives et que vous pouvez voir vivre puisqu'il s'agit d'une expérience en réalité virtuelle. On va voir comment tous ces gens arrivent à cerner le futur de ces formats narratifs un petit peu hors du commun en écriture immersive. Yann, on va commencer avec vous. On vous connaît pour vos films. Bravo. Merci d'ailleurs d'être là. Vous êtes lancé dans une aventure assez étonnante parce qu'on est loin des sentiers battus du cinéma. Vous êtes lancé dans une aventure en réalité virtuelle. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pris? Et comment vous avez réalisé ce film? Alors, Seven Lives, on est venu me chercher en fait pour le faire. Moi, je ne connaissais pas trop la réalité virtuelle et je pense qu'il y a effectivement un savoir-faire de cinéma qui peut s'adapter à la VR, mais c'est une écriture et un langage complètement différents. D'ailleurs, ça peut être un cinéaste peut avoir un savoir-faire, mais un artiste pour faire une œuvre immersive, ou alors un metteur en scène de théâtre, ou alors l'interactivité de quelqu'un qui fait des jeux vidéo. Donc il y a plein de savoir-faire différents. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que d'un coup la caméra disparaît. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme du cinéma au fond, hein. C'est un peu la rousse pourpre du Caire, c'est-à-dire on rentre à l'intérieur du film et on va commencer à interagir avec lui. C'est le film de Woody Allen, mais il y a ce fantasme. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, on va devoir trouver une nouvelle écriture pour à la fois vivre une expérience, intégrer de la narration à l'intérieur de cette expérience, des choix, si on veut qu'elle soit interactive ou pas, et avancer dans ce qui aujourd'hui, je pense, intéressant pour moi, c'est que c'est assez expérimental ce que fait la VR. La VR se cherche. Moi, j'ai fait 3 expériences assez différentes. Seven Lives étant la plus, je dirais, presque narrative ou fictionnelle, avec des acteurs, une captation, un tournage avec une caméra 360, enfin une multitude de caméras qui recomposent une image. Et donc, voilà, je trouve que c'est un moment intéressant parce que c'est la naissance d'une écriture. On est un peu à l'arrivée du train en gare de la Ciotat, ou alors à Méliès, on va dire, par rapport au cinéma. Ok. C'est pas rien comme référence, hein. Là, vous vous dites, ça y est, on est en 82, c'est les radios libres, on change de siècle à vous entendre avec la VR. Juste un tout petit mot pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de voir votre film. On a une sorte de déambulation dans un certain nombre d'univers plus ou moins ésotériques, avec une histoire qui frôle l'expérience de mort imminente. Et on peut se déplacer dans ces univers-là, regarder où on veut, il se passe des choses, on est attiré, mais il n'y a pas de parti pris finalement. On a le choix de regarder où on veut. Comment vous gérez ça? Lorsqu'on est cinéaste, on emmène le téléspectateur quelque part, on sait comment le faire réagir, comment on va gérer son rythme. Là, vous n'avez pas la main là-dessus, pas autant que sur du linéaire. Non, je pense qu'il y a la main comme du linéaire. Je pense au fond dans le linéaire, si on prend l'exemple du classique, hein, le cinéma classique, vous regardez un plan, mais le réalisateur vous fait regarder un endroit précis. Pourtant, vous pourrez regarder n'importe quel endroit de ce plan. Pourtant, vous allez regarder à un endroit parce que le mouvement, la valeur de cadre, le point, la photographie vous amène à regarder, à balader votre regard. Donc ça, c'est un savoir-faire. Dans la réalité virtuelle, il n'y a plus de caméra, mais c'est donc beaucoup plus complexe puisque votre plan devient l'entièreté de l'espace autour du spectateur. Mais à partir de là, tous les artifices pour vous décider, je vous prends un exemple, vous voulez que quelqu'un tourne la tête, ben vous allez peut-être déclencher un son qui est spatialisé à l'arrière, la personne va tourner la tête. Donc vous laissez plus de choix, un peu comme dans la vie, c'est-à-dire quand on a une conversation entre nous, on a une conversation, puis à un moment donné, si ça devient un peu ennuyeux ce que je raconte, on peut tourner la tête, regarder autre chose. Ça, c'est la vie. Et dans la VR, on peut faire ça. Donc on a une sorte on n'est pas bloqué dans notre regard. Par contre, on a les artifices de la mise en scène qui disent on va privilégier ce regard-là. On va sortir la personne de la scène
de manière forte, mais comme dans la vie, si vous entendez un bruit ou si vous avez d'un coup une lumière sur le côté. Et donc on va recréer un sentiment d'expérience d'une situation dans laquelle on est plongé, qui peut être fictionnelle, pas forcément narrative, avec une temporalité différente. Et donc voilà, donc on est entre deux, on est quelque chose de plus complexe, mais c'est pas qu'il n'y a pas de choix, il y a tous les choix, c'est le savoir-faire qui devient plus précis. Comment vous faites, il y a quand même quelque chose, c'est très expérientiel, on vit une expérience visuelle, auditive, mais on n'a pas de corps quand on vit ce film. Comment, c'est un peu déstabilisant ça Bon, on n'a pas de corps pour l'instant, bientôt on va avoir des mains. Oui, c'est déstabilisant, mais c'est une écriture. Je pense qu'il y a... Quand je prenais l'exemple des premiers films, quand on a projeté les premiers films, les gens s'enfuyaient en courant quand ils voyaient le train arriver en projection. Je crois qu'on a un apprentissage à avoir, parce que c'est un nouveau langage, une nouvelle expérience, un apprentissage qui passe par le corps, parce que le corps, on le bouscule. On va tellement avoir une immersion sensorielle forte qu'on va d'ailleurs inscrire l'expérience qu'on vit dans le casque comme une mémoire. Vous vivez une expérience où quelqu'un joue de la guitare devant vous, vous allez le ficher naturellement, même si consciemment vous savez consciemment que vous avez mis un casque sur la tête, mais émotionnellement vous allez le mettre dans le bloc mémoire parce que vous pouvez le regarder ou pas. Et donc il faut que le corps, le cerveau fait partie du corps, apprenne à reprendre sa place comme il a appris et comme maintenant on est capable de comprendre des ellipses gigantesques au cinéma, de passer aujourd'hui, regardez avec les séries de 3 narrations de temporalité différentes dans des époques croisées, tout ça on a dû l'apprendre. Et là aujourd'hui, quand par exemple en réalité virtuelle, si vous faites, je dirais, un champ contre champ ou vous changez de plan, c'est aussi fort qu'une ellipse temporelle au cinéma, comme si vous mettez un an plus tard. Vous vous trouvez téléporté de l'autre côté. Donc vous devez inventer une nouvelle écriture, essayer, et puis petit à petit, quand cette écriture va devenir commune, tout le monde va la parler et on va pouvoir complexifier les expériences. Aussi avec l'expérience du retour des gens, parce qu'on est encore assez confidentiel sur ces technologies-là. La contrainte technique, c'est quelque chose qui vous bride, vous, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, parce que c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de travailler en VR convenablement, techniquement, que sur un film normal, même s'il y a des films qui sont plus ou moins compliqués. Alors moi, on est un peu des artisans quand on fait du cinéma, donc moi j'ai réussi à éviter un truc formidable pendant 10 ans, c'est le numérique, c'est-à-dire que j'ai fait de la pellicule jusqu'au film que je viens de tourner là, en long métrage seulement. J'ai laissé les autres essuyer complètement les plâtres, et il y en a eu, avant que tous les outils soient disponibles comme en pellicule. Là, pour la VR, c'est l'inverse, là je suis en première ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en VR, si vous voulez par exemple faire un fondu enchaîné, il va falloir créer un programme pour ça. C'est pas encore dans la boîte. Bien sûr, voilà. Si vous voulez faire le moindre effet, il va falloir d'un coup inventer, créer des outils pour le film, pour le plan, pour la situation et des assets, etc., etc. Donc c'est vrai que du coup on se retrouve en première ligne, mais je pense que ça vaut le coup. En tout cas, moi, les expériences que j'ai faites, j'étais heureux de me retrouver tout le temps face à des murs, en me disant comment on va pouvoir recréer ça techniquement. Ouais. Mais vous je préfère du le faire fameux en VR 4e mur, mais vous en recréez de nouveau. Une toute petite dernière question avant de donner la parole à nos amis. Vous travaillez sur quoi? Vous nous dites, je défriche là, j'imagine, la manière de filmer en VR de demain. Vous avez une idée derrière la tête, quelque chose à nous annoncer? Vous avez un concept, une idée particulière? Non, pas du tout. Le truc qu'il y a, c'est que... Donc on est entre nous, allez-y. Non, bien sûr, mais vous allez voir. Moi, j'ai fait 3 expériences qui permettent de faire un panorama des techniques, entre la prise de vue, la photogrammétrie, le temps réel, le remarging, c'est-à-dire des algorithmes purs qui créent des images, et combiner tout ça à la fois en mode documentaire et fictionnel. Donc, ce que j'ai trouvé fascinant pendant le truc, c'est comme si vous commenciez un film, vous avez un scénario, vous le commencez en muet noir et blanc, puis au cours de tournage, paf, le son arrive, donc ça change quand même des trucs. Et puis la couleur arrive, et puis presque la 3D à la fin, en l'espace de 2 ans. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que les films vont évoluer aussi en fonction de ce que va permettre la technologie. Donc il y a peut-être un moment pour moi de revenir dans du classique,
pour attendre que la technologie... Continuez, vous aurez toujours le temps de revenir mais du juste plus pour dire, classique. j'aimerais bien faire quelque chose de l'ordre de la réalité augmentée maintenant que j'ai fait pas mal de choses dans la VR. Voilà. Benjamin Auguet, quand vous entendez Yann Kounen, qui est quand même le réalisateur d'Oberman, de Blueberry, etc., qui vient vers la VR, vous qui êtes spécialiste de... On est quand même sur, désormais, des réalisateurs de renom qui s'intéressent à cette nouvelle écriture. Comment vous expliquez ça ? Ça s'explique déjà par le simple fait que personne n'est né avec la VR, il n'y a personne qui est tombé dedans, donc forcément c'est que des gens qui viennent vers la VR. Après, bien sûr, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, il y a des gens qui le rejettent complètement comme une espèce d'hérésie. Effectivement, le cap le plus difficile à passer, notamment je pense quand on vient de l'audiovisuel en général, c'est cet abandon du cadre, du rectangle dans lequel on place les objets de ce qu'on veut raconter. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la première étape, mais finalement, je pense le plus difficile encore, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent du théâtre et qui sont très à l'aise, même si c'est hautement technique, c'est d'intégrer, comme tu as pu le dire d'ailleurs, cette notion de corps. Et pour moi, c'est ça, c'est en fait la VR, ou même globalement la réalité augmentée, enfin toutes les technologies immersives, comme on les appelle, c'est ça, c'est comment en fait on va intégrer le corps de l'utilisateur dans une narration ou dans une expérience, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est la grosse équation à résoudre. Et il y a plein de choses finalement qui sont de piètre qualité où globalement on vous met un casque sur les yeux puis on vous dit regarde tout droit pendant 10 minutes. Ouais, enfin cool, assis sur une chaise. Très bien, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est une étape. Et c'est pas du tout le parachèvement des choses parce que vraiment on a cette possibilité là de faire rentrer quelqu'un pleinement, comme tu disais d'ailleurs, potentiellement en mettant même, ça existe déjà un peu aujourd'hui mais c'est pas très démocratisé, des gants, voire des combinaisons entières où on peut ressentir des choses vraiment sur l'ensemble de notre corps, on peut se déplacer, on peut aller chercher l'histoire ou les éléments de l'histoire qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça le changement, le mot un peu pompeux, mais de paradigme qui a complètement autour de ces technologies-là. Mais je vous entends parler, vous Benjamin, comme Yann tout à l'heure, de réalité augmentée. Quelle est la place réelle de la VR ? Est-ce qu'il y a réellement un marché ? Est-ce que ça prend ? Ou est-ce qu'on se rend compte d'un certain nombre de faiblesses, de limites, et qu'on va explorer d'autres écritures immersives ? Je pense que c'est deux formats qui sont à la fois liés et pas liés. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils se développent sur des technologies qui n'ont rien à voir. La VR, c'est sur des casques qu'il faut acheter. Donc là, oui, la limite aujourd'hui de la réalité virtuelle, elle est assez simple. C'est la pénétration du marché, on va dire ça globalement, où, oui, il y a peu de gens qui ont acheté encore un casque. Donc si on fait un projet en VR, on ne va pas vendre des millions d'exemplaires, on va atteindre un public restreint. Après, c'est des expériences qui peuvent être très fortes. Donc on peut toucher un public plus restreint, certes, mais de manière beaucoup plus viscérale, de manière beaucoup plus émotionnelle, etc. Donc ce n'est pas du tout dire que ça n'a pas d'intérêt. Mais effectivement, on n'est pas dans une logique de gros volume. Après, la réalité augmentée, aujourd'hui, il suffit d'un téléphone. Donc c'est sûr que c'est des technologies qui sont, entre guillemets, plus accessibles, comme on dit. On peut proposer l'expérience à plus de gens. Après, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose de parfaitement démocratisé. On se souvient de l'échec des Google Glass, qui est, en fait, non pas échoué parce que c'était une mauvaise technologie, c'était pas génial, mais c'était pas épouvantable. Le problème, c'est la contrainte sociale. Est-ce que c'est acceptable socialement de tenir son téléphone ou des lunettes qui vont ajouter des couches au réel, potentiellement scanner le visage des gens, etc. Donc, on va dire chaque technologie a ses gros avantages. La réalité virtuelle, ça crée des mondes entiers. La réalité augmentée, ça ajoute de l'information au monde réel. La réalité virtuelle est difficilement distribuable. La réalité augmentée, plus facile. La réalité virtuelle, on peut la faire dans son salon. La réalité augmentée, c'est plus difficile de la faire dans la rue. Bref, il y a des avantages, des inconvénients un peu pour tout. Et c'est un peu comme tout dans la vie. C'est ça aussi votre réflexion, Yann, de dire peut-être qu'avec la réalité augmentée, je peux faire des choses, toucher plus de gens et des choses différentes, plus simples d'accès ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer une technologie pour partager un univers. Je sais que la VR, il y a peu de gens, finalement, qui peuvent faire l'expérience. Mais je pense que c'est une période intéressante pour moi, ayant fait différentes expériences en VR. Et comme moi, ce n'est pas mon métier, vraiment, je me dis tiens, maintenant j'aurais envie d'être forcé à créer dans une direction particulière qui est différente. C'est encore changer le paradigme. La réalité augmentée, c'est un paradigme différent. Pour moi, c'est un laboratoire parce qu'on voit le potentiel pour raconter des histoires et vivre des expériences, parce qu'après tout, quelle que soit la narration qu'on choisisse, c'est ça qu'on fait. Ouais. Tu vois, que ce soit du cinéma ou de la VR, on partage des expériences. Et voilà, et je me dis juste, je serais curieux de voir comment mon esprit ou qu'est-ce qui va être intéressant comme expérience, au vertige de réalité ou de conscience d'une personne, de rapport au réel. Je crois que la réalité virtuelle nous interroge sur la nature de la réalité aussi. Quand on vit une expérience sensorielle très forte, où on sait que c'est pas vrai, mais on le vit complètement,
on a ce vertige-là. Et c'est Ça, qui c'est est quelque chose que intéressant. vous exploitez beaucoup déjà avec Blueberry, etc., des univers comme ça un peu ésotériques. Si je reviens à la réalité de la vie avec vous, Nathalie Gallet, merci d'être là d'ailleurs pour ça. On a essayé, on a exploré ce qu'on appelle l'immersion, l'image 360, l'image VR dans les médias, pour l'information. Où vous en êtes de vos explorations aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et qu'est-ce que vous continuez à défricher? Alors effectivement, au Media Lab de l'information, la rédaction de France Télévisions, c'est vrai qu'on va atterrir par rapport à vos expérimentations, c'est-à-dire qu'on fait des choses pour les gens, pour absolument tout le monde. À partir du moment où on va relater l'information, l'actualité, on va essayer d'utiliser ces technologies, c'était le but, pour que tout le monde puisse en profiter par rapport à l'actualité. Là, on est bien dans le journalisme en fait, et donc on a essayé pas mal de choses qui fonctionnent sur des smartphones et la plupart du temps, ou sur des ordinateurs, et même si elles peuvent fonctionner aussi sur des casques de réalité virtuelle, c'était pas l'objectif principal puisqu'il fallait toucher le plus de monde possible. Donc on a fait, par exemple, lors des élections présidentielles 2017, une application en réalité virtuelle où on mélangeait à la fois des décors infographiques dans lesquels on apportait beaucoup d'informations de France Info, mais on est allé aussi faire une visite virtuelle de l'Élysée. Donc les gens pouvaient aller visiter l'Élysée sans être à l'Élysée, puisque évidemment là, le but qu'on a trouvé, c'était toujours de transporter les gens là où ils n'étaient pas, mais en restant dans leur décor, puisqu'encore une fois, c'était sur le smartphone et donc la réalité restait autour d'eux. Mais ça leur permettait d'apprendre des choses et d'être comme s'ils étaient à l'Élysée en l'occurrence. Et l'image 360 dans le news, dans l'info? Alors l'image 360, donc là on est plus dans ce que j'appelle la vidéo 360 et non la réalité virtuelle, parce que malgré tout on est là dans on touche pas à l'image, c'est-à-dire qu'on va dans des lieux comme des manifestations, c'est des moments porteurs, c'est-à-dire ce dont on s'est rendu compte pour l'actualité en 360 degrés, c'est que tous les sujets n'ont pas un intérêt à être en 360 degrés. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des sujets où on va pouvoir mettre les gens au cœur d'une actualité qu'ils n'auraient pas pu vivre, et ça va pouvoir leur faire ressentir les choses. Donc je parle de manifestations, ça peut être les gilets jaunes, des manifestations pour lesquelles les gens sont très intéressés, mais ça peut être aussi une éclipse. Une éclipse va être... Parce que finalement, dans le cadre des manifestations par exemple, est-ce que il y a évidemment, on ressent l'immersion dans cette manif, est-ce qu'il y a une vertu d'information et peut-être même de transparence de l'information, le fait de pouvoir regarder partout, le parti pris dont on parlait tout à l'heure finalement, qui peut être parfois reproché aux journalistes, est-ce que là justement le fait de s'en affranchir, c'est pas renouer de la confiance avec les gens? Alors moi, c'est un des points vraiment clés que j'ai trouvé positif dans la vidéo 360 pour le journalisme, c'est que ça pouvait remettre au cœur les gens, au cœur de l'information, et donc pouvoir leur montrer tout ce qu'ils disaient qu'on leur cachait. Comme ils sont acteurs de là où ils veulent regarder, à ce moment-là, ils voient absolument tout. Et je me souviens d'avoir, dans nos différents tests, fait un reportage où, dans une manifestation encore, on avait la police et les manifestants qui étaient en train de se canarder des objets. C'était très intéressant parce qu'il y avait ces deux camps-là qu'on montre souvent à la télé, mais il y avait aussi des gens qui étaient sur le côté, qui faisaient partie de la manifestation et qui essayaient simplement de calmer ceux qui envoyaient des projectiles aux policiers. Donc on arrivait à comprendre la situation grâce à cette image qui filmait absolument tout et dans laquelle les gens pouvaient aller voir et puiser d'autres informations. Vous continuez vos expérimentations, on est un peu pris par le temps, désolé pour les uns et les autres, merci à tous. Vous en saurez plus si vous allez sur la plateforme innovation de France Télévisions, France TV Lab, sur les expériences menées par Nathalie sur l'information et les images immersives. Merci à tous les deux d'être venus. D'autres talks toute la journée ici à Média en scène sur le plateau de France Télévisions. On parlera d'environnement, on parlera d'intelligence artificielle, on parlera des nouvelles technologies. Et puis pour tout ce qui est détails sur les projets innovants de France Télévisions, la plateforme France TV Lab. À très bientôt.